Bonjour et bienvenue à tous. Merci à tous ceux qui viennent de nous rejoindre en ce 8 mai 2023. Et devoir justement de mémoire s'impose à nous aujourd'hui en ce 8 mai, celui de 45 000 Algériens violemment réprimés et puis assassinés un 8 mai 8 mai 1945, avec la volonté justement de taire et de museler toutes ces belles voix qui se sont élevées en faveur de notre indépendance. Donc, Allah yarham shuhada. Et aujourd'hui, évocation de cette journée sinistrement mémorable avec deux invités, en l'occurrence le journaliste Hassan Arab, mais également l'auteur et écrivain Ammar Belkhouja, spécialiste de la question algérienne, je dirais surtout de la lutte algérienne à travers les différentes époques qu'elle a connues. Et donc aujourd'hui, nous aurons l'occasion de parler justement des tenants et aboutissants de cette journée mémorablement triste, je le disais. Donc, et puis parallèlement, nous parlerons de chants patriotiques avec Siam qui sera avec nous ce matin. Donc elle a choisi justement de s'intéresser aux chants qui étaient justement fredonnés en cette période de l'aube de la Révolution, je dirais. Et puis aujourd'hui, nous aurons le plaisir aussi de retrouver de jeunes étudiants à l'occasion de deux événements. L'un d'eux vient de connaître sa baissée de rideau, c'était au Palais de la Culture. Il est organisé par l'école de Polytechnique et justement les représentants du club d'activités polyvalentes de cette institution seront parmi nous pour faire le compte-rendu de cette belle rencontre donc organisée au niveau du Palais de la Culture. Autre rencontre à venir, celle de l'école supérieure d'informatique, dont aussi un représentant sera parmi nous. Il sera question avec lui de parler du salon de l'emploi de cette école qui est organisée donc de façon régulière chaque année. Donc on a droit à cette plateforme d'échange entre les étudiants et les professionnels pour justement donner quelques horizons à ces étudiants qui rêvent justement d'une vie professionnelle future. Merci à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Donc aujourd'hui nous dédions spécialement cette émission aux victimes justement et chouhada du 8 mai 1945. Mais avant justement d'en parler, je vous invite tout de suite à suivre ce point météo. Il est signé Amal Aribi. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, معاً نصنع المستقبل. Bonjour Nadia. Ça va? Ça va, oui. Ravi de vous retrouver. Merci, de même. Je ne cesserai jamais de le dire en tout cas. De même, de même. Voilà, en ce 8 mai 45, quel temps fera-t-il, Amel? 45? Non, ça y est, moi j'ai voyagé dans l'histoire. Non, mais je suis déjà dans l'histoire. Elle est déjà dans le thème. Je vis les événements de façon très profonde, je ne vous dis pas. J'imagine chaque instant, oui, chaque souffrance de cette population qui a été vraiment réprimée d'une violence incroyable. Donc voilà, ils étaient enfants, femmes, adultes et vieux. Donc à cette manifestation pacifique et ils ont connu justement ce destin. Terrible destin. Violence, oui. Voilà. On va en parler tout à l'heure, mais on revient à 2023. On revient à 2023. 2023, voilà, s'il vous plaît. Merci. C'est moi. Bonjour à tous et bon réveil. Eh bien, pour aujourd'hui, Météo Algérie a émis hier deux vigilances orange. L'une concernant des pluies assez marquées, parfois orageuses, sur les régions de l'Est, où les quantités de pluie estimées entre 20 et 40 mm. Ces deux vigilances seront valables jusqu'à ce soir 21h. L'autre vigilance concernant des vents assez forts sur les hauts plateaux, centre également, est et même parfois les hauts plateaux de l'ouest, le Nord Sahara, les oasis, des vents assez forts qui peuvent engendrer des soulons de sable et la visibilité risque d'être très très réduite vers ces régions. Donc soyez très prudents si vous conduisez. Pour le temps, eh bien pour aujourd'hui, le ciel se montrera dégagé, un peu nuageux sur les régions de l'ouest avec toutefois des vents assez forts sur le haut plateau ouest. Sur le centre et l'est, eh bien on aura des passages nuageux vers le centre du pays avec toutefois des vents assez forts sur le haut plateau centre qui peuvent engendrer des soulons de sable et quelques particules de sable en suspension. Par contre, à l'est, eh bien
on maintiendra un temps nuageux avec des pluies qui seront parfois assez marquées et parfois aussi accompagnées d'orages. Donc soyez prudents et toujours des vents assez forts vers les hauts plateaux de l'Est qui peuvent engendrer quelques particules de sable, mais avant l'arrivée des pluies, bien sûr, vers ces régions. La moitié sud connaîtra un ciel souvent voilé vers l'extrême sud, le Sahara central, le Ghert Assili, avec une tendance orageuse vers ces régions. Passagèrement nuageux sur les oasis avec quelques pluies orageuses. Ailleurs, le temps restera dégagé à partiellement voilé. Et comme je vous l'ai dit, des sommets de sable vers le Nord Sahara, les oasis, également le Sahara central où la visibilité risque d'être très réduite. Donc soyez très prudents. Les températures, quant à elles, eh bien, elles seront plutôt élevées par endroits. Le maximum 32 degrés à Rolizane, 31 à Tlemcen, 26 Oran, 23 degrés à Al Biod, 22 Djelfa, également Alger, 21 Tizi Ouzou. Le minimum 18 degrés à Batna, 19 Séti, 20 degrés à Naba, au sud 31 degrés à Gardaya, 33 Biskra, également Janet, 36 à Tamanrasset, 35 à Béchar, 39 Tindouf, 40 degrés à Adrar, 41 Insalah, 42 Bolj, Beji Mourtar et le maximum cette fois-ci à Ingezem avec 44 degrés. La mer aujourd'hui, eh bien, elle se montrera plutôt calme sur les côtes ouest, peu agitée sur les côtes centre, mais agitée sur les côtes est avec des vents qui seront variables entre 10 et 20 km/h sur les côtes centre, 20 à 30 km/h sur les côtes ouest. Les vents seront de secteur nord-est et 30 à 50 km/h sur les côtes est et les vents seront de secteur nord-ouest. Et on termine suite avec le coucher du soleil qui se fera aujourd'hui vers 19h41. Et pour davantage d'informations, bien sûr, vous pouvez consulter les sites de Météo Algérie. Passez une excellente matinée avec la suite des programmes sur Canal Algérie et à tout à l'heure midi. La météo vous est présentée par Mobilis. موبيليس معا نصنع المستقبل. Merci infiniment pour C'est moi toutes qui ces merci. précisions, Amel. Je vous souhaite également une bonne journée. Excellente journée, Radia. Voilà, et je vous offre tout de suite une belle chanson. Avec plaisir. Voilà, une chanson qui nous plonge directement dans la thématique de cette journée du 8 mai, donc en évocation aux martyrs du 8 mai 45. Il s'agit de Nadia Garfi qui interprète Sebaïem tout de suite. C'est
Une chanson voilà, chargée d'émotions et de tristesse, celle de Nadia Gerfi qui vient de nous interpréter à l'instant Sebayem. Elle a ému d'ailleurs Siam Kenouch ici présente. Bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, oui, ça va. J'aime bien la voix. Oui, la voix, les douce et puis paroles sont tout percutantes. à fait. Ça raconte Moi, justement j'aime la bien. souffrance de toutes ces populations qui se déplaçaient, fuyant l'horreur coloniale. Et tout à fait. Et puis surtout, c'est un message pour la maman. Vous savez, dans la plupart de nos chansons patriotiques, il y a ce message familial qui passe d'un enfant généralement à sa mère. C'est une lettre qu'on envoie. Et la question qu'on se pose, est-ce que la maman et la maman au sens propre, c'est-à-dire relation fils et maman et mère, ou bien est-ce que la maman, c'est la patrie, c'est la patrie, voilà, c'est le watan, ok. Donc ici c'est un message pour la maman, pardonnez-moi, oh ma mère. Donc il y a autre chose, ça peut il y a le Menfi, Goulou Mama Tebkish aussi, c'est une chanson qui raconte l'exil forcé, qui raconte, c'est aussi un message à la maman, mais qui est la maman dans cette chanson? C'est pareil ici. Donc est-ce qu'il demande pardon à sa mère, donc biologique, ou est-ce que c'est sa nation? Est-ce que c'est sa patrie, son déchirement pays? vécu vis-à-vis de la patrie? Écoutez, c'est ça, c'est peut être le clair. cas. C'est une forme de chant patriotique, hein, c'est une forme de chant patriotique. Et puis, écoutez, il n'y a pas meilleure occasion que le 8 mai, donc pour en discuter, pour parler de ces chansons qui ont bercé la révolution algérienne, qui donnaient du courage à nos révolutionnaires et qui étaient chantées, répétées au sein des familles même, hein, c'est-à-dire que peut-être que c'était interdit, notamment, oui, c'était interdit, c'était pas peut-être. C'était plein de métaphores, effectivement. Mais vous parliez de certaines formes de métaphores. Le hic, c'est que c'était tout le monde qui connaissait ces chansons par cœur. Absolument, petits et grands. Même s'ils n'étaient pas forcément arabophones. Donc, je vous donne un exemple dans ma famille à moi. J'ai une grand-mère qui n'est jamais partie à l'école, peut-être qui a fréquenté l'école française, mais pas forcément, à part l'école coranique, elle n'a pas été avant la Révolution. Pas lettrée du tout en arabe, elle a fait ses 6 premières années, et puis elle a été dirigée vers les métiers, apprentissage de métiers, etc. Elle ne connaissait pas forcément l'arabe classique, mais elle chantait ses chansons patriotiques. Elle les apprenait par cœur, même si elle ne savait pas forcément ce que cela signifie. Donc c'est un genre hein, de chansons patriotiques. Le message qui reste dans la famille, ne pleure pas maman, maman pardonne-moi. Et puis aussi quand on parle à un avion, Tayara Safra, n'est-ce pas? Tayara Safra, Barkei Matadorbi, Biyara Sukhoy ou Mimatadnashi. Donc c'est la même chose. C'est un bombardier qui vient bombarder donc, le village. Donc c'était la campagne, on va dire, les paysans et les villageois en ont souffert hein, des bombardements, de ce fameux bombardier jaune, d'accord? Donc Tayara, quand on voyait un avion jaune, donc s'il y avait des bombes. Et on a un petit extrait de cette chanson. J'aime cette chanson. Hein. On l'écoute. Allez, on l'écoute d'abord. Ok. Entendu.
très belle chanson. Absolument. Très belle Très chanson. émouvante également. On ne connaît même pas qui c'est qui l'a écrit. On a l'impression que c'est un chant populaire qui est né comme ça, en plein cœur de nos familles, donc qui ont vécu une situation dramatique. Tayara Safra aussi, c'est un message. Donc, Et en parlant de couleurs, toujours cette maman qui est là. En parlant de couleurs, vous nous parlez souvent de symbolique, donc Siham Kenouch, j'ai l'impression que les couleurs que vous avez choisies oui, pour votre tenue aujourd'hui ne sont pas gratuites. Ah, il s'est dit, Steph Gel Maharata, donc je pense que. Noir et blanc, c'est vrai que ce sont les couleurs de Steph, effectivement. De Gelma aussi. Sétif et Donc, Gelma. alors, Gelma, c'est blanc, noir, Sétif, c'est noir, blanc. Donc, il y a un mélange de décalage de couleurs, mais c'est toujours le blanc et le noir qui a fait justement, c'est devenu emblématique à ces régions qui ont vécu le 8 mai 45 d'une autre manière. Et je vais vous dire un secret, je vais faire une révélation directement comme ça à la télévision. Mon père est né en 45. En 1945, il est né dans la wilaya de Guelma. D'accord. Donc ma grand-mère, en étant enceinte de mon papa, elle a vécu le 8 mai 45. Oui, et beaucoup de femmes enceintes sont tombées au champ d'honneur. Exactement. Donc elle a vécu alors que mon papa était dans son ventre. Oui, exactement. Donc vous imaginez la situation. Ça me touche personnellement. Et donc pour revenir au chant patriotique, il y a ceux qui sont nés chez nous en Algérie. Moufdi Zakaria, on a écrit énormément, beaucoup. Excellent Nachid qui était très bien aussi, l'hymne national. Donc il y avait Iliad al-Jazair, donc l'Iliade de l'Algérie, c'est une épopée. L'Iliade de l'Algérie qui raconte l'Algérie depuis l'Antiquité, j'ai envie de dire, depuis la préhistoire jusqu'à plus tard. Et puis il y a eu l'Ahab al-Muqaddas. L'Ahab al-Muqaddas, d'où tiré justement à plus tard Nachid al-Watani, donc Qassaman. Et il y a ceux aussi qu'on partage avec la nation arabe. Il y a des chansons qui ne sont pas forcément écrites, n'ont pas été forcément écrites donc par nos poètes. Par Beloubadi, Sebrnaoui, Ali Maachi, etc. Ce n'étaient pas vraiment des poètes, mais c'était des poètes tels qu'Ibrahim Touqan. Par exemple, Ibrahim Touqan qui a écrit Mawtini, la célèbre Mawtini. Qui est reprise dans tout le monde arabe, tout à fait. Tout le monde se retrouve dans ce Mawtini, d'accord? Tout le monde se retrouve dans ce Mawtini et chacun imagine sa patrie. Et puis, cette histoire qui se répète, parce que Tayara Safra est chantée actuellement par les Palestiniens. Elle a été reprise par les Palestiniens avec les mêmes paroles, les mêmes... C'est exactement pareil. Donc nous avons repris Mawtini de chez Ibrahim Touqan et eux, ils ont repris Tayara Safra et c'est un échange extraordinaire. Donc, quand ça parle du pays, quand ça parle de la nation, ça ne peut ne pas toucher. C'est pas possible que ça ne touche pas. D'accord. Alors, il y a en fait, ceux qui véhiculaient en tout cas ces chants patriotiques, c'était les scouts musulmans. Et à l'époque, le 8 mai 45, ils étaient en première ligne de cette manifestation pacifique. Et le premier martyr tombé au champ d'honneur, justement, ce jour-là, c'était un scout, un jeune scout qui avait osé porter l'emblème national. Et chaque ville son premier. Hein, chaque ville son premier. Il me semble que dans la ville de Galma, c'était un sportif. C'était un joueur de football. Et voilà, c'est-à-dire que il faut dire ce qui est donné. C'est des chansons qui véhiculent un message, qui véhiculent des sentiments, une énergie. Et ça fait, c'est une gloire à nos martyrs. Comment celle de Shahid, j'aime bien. Là, je n'arrive plus à retrouver. Oui. Vous cherchez une chanson? Oui, je cherche une chanson de Ya Shahid al-Watan. Ya Shahid al-Watan, Ya Mithal al-Wafa. J'adore cette chanson. Elle est excellente, c'est-à-dire que elle nous pousse à sentir ce que ressentaient les familles des martyrs. C'est une salve patriotique, j'ai envie de dire. Et puis il y a aussi Shahdi Yassama, Shahdi Yassama Oktuban Wujud. Le ciel va témoigner, tous les créatures vont aussi témoigner et écrire de ce qui se passait dans ce beau pays. Donc il faut dire que ça a sa place, ça c'est toujours chanté, ça a été chanté, rechanté, et même que certains de nos chants patriotiques ont été, j'ai envie de dire, ce terme qui revient comme ça, revisité, c'est-à-dire avec une nouvelle tendance. Par rapport à l'orchestration. Une nouvelle tendance musicale, de nouveaux instruments, etc.
etc. Et ça donne quelque chose de très joli, c'est-à-dire qu'on n'est pas resté dans l'orchestre de 52 personnes, des violonistes, et il y a eu la technologie une qui meilleure, a touché à l'orchestration. une interprétation actualisée, Et puis des ça arrive- arrangements qui Exactement. correspondent à Et l'époque. puis ça arrive mieux à nos jeunes, ça touche très très bien nos jeunes. Alors la chanson d'aujourd'hui c'est Hayou Shamal. Hayou Shamal. Là, ben, justement, elle arrive. Voilà. Ah non, là c'est Shahid Hayya al-Watan. Shahid al-Watan. Et qui est extraordinaire. أنت في الخلد أعز الخالدين. Absolument, Tu en es parlant le du meilleur martyr. éternel. Et là, je pense que c'est Hayy al-Shamal. Ça. Oui, tout à fait. حي الشمال يا شباب حي الشمال لافريقيا حي الشمال قوموا للحزب الوطني يا شباب حي الشمال يا شباب حي الشمال لافريقيا حي الشمال قوموا للحزب الوطني يا شباب بالطيارات, etc. Donc il faut se mettre à une certaine situation, dans une certaine situation, à une certaine époque, et il faut dire que ce n'était pas du tout. Ce n'était pas facile. Non, non, du tout. Ce n'était C'était- pas facile pour notre peuple. C'était pas facile pour nos aïeux. Effectivement, dans la mesure où ils ont vécu cette période où ils ont cru en la possibilité d'une solution pacifique. Exactement. Donc là, on parle On est de Shamal Efriqi, on parle de On est passé Hezb. par plusieurs étapes. Voilà, ça Tout c'est à fait. vraiment la période où le politique avait tenté. Exactement, Avait essayé. tenté avant les massacres du 8 mai 45. Et oui, et puis c'était des chansons qui nourrissaient le patriotisme, c'était des chansons qui encourageaient, qui donnaient espoir. Et sans espoir, il n'y a pas de vie. Oui. C'est-à-dire, on tenait tellement à ce genre de chansons. chansons patriotiques. Il y a des vieilles femmes. Je connais une vieille femme de Kabylie qui a fait le maquis, etc., qui connaît ces chansons par cœur, qui les connaît par cœur et qui les chante avec un amour extraordinaire. C'est-à-dire qu'on va imaginer que cette femme avait 18, 19, 20 ans et que dans le maquis, entourée de verdure, ça chantait aussi. Absolument, c'était des chansons qui galvanisaient un petit peu, qui unissaient, qui renforçaient, comme vous disiez, l'espoir de tous ces Exactement. militants et de Tout à tous fait. ces Algériens qui rêvaient d'une Algérie indépendante à l'époque. en Voilà, tout et cas. c'est pour ça que c'est un nashid, vous voyez, c'est vraiment un choudou. Un choudou en langue arabe, c'est atlobo, d'accord? Mada tanchoud, c'est-à-dire qu'est-ce que tu veux? C'est la volonté de la personne. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle nashid. Yunshad, c'est-à-dire qu'il s'achante, mais on le demande aussi. C'est une demande, c'est pour ça que c'est un message. C'est quelque chose auquel C'est un souhait, c'est un vœu. Voilà, auquel on veut arriver et on espère arriver. Oui. Voilà. En tout cas, leur vœu pieux, c'était de voir une Algérie indépendante. Ils étaient sortis en masse dans les rues, manifester suite justement à cette victoire contre le nazisme qui, justement, laissait profiler l'espoir d'une Algérie indépendante. On comprendra pourquoi, les tenants et aboutissants, on les verra avec nos invités qui vont suivre. On va d'abord remercier Siam Kenouch, ici Oh, mais je vous présent. en prie, voilà, Kahla Bayda. Kahla Beyda. Donc voilà, Allah yarham shuhada. Et Allah yarham merci shuhada. de nous avoir fait voyager à travers les chants patriotiques ce matin. Merci. Donc ces chants patriotiques étaient présents à l'époque. On va revenir sur cette période très très difficile du 8 mai 1945. Aujourd'hui, donc, elle est décrétée, cette journée du 8 mai, journée nationale de la mémoire. Et cela mérite justement cette évocation et cette pause mémoire avec nos invités dans un instant. Après ce reportage signé Badia Amarni qui revient sur les événements du 8 mai 45. ذاكرة ما نتخلاش عليها أبدا مهما كان وما نتساوم حتى مع دولة ولو يدعوا بالصداقة وداك الشيء ولكن الذاكرة هي الذاكرة وصلنا رانا خطوة بخطوة من بعد ما
المواجهة اللي كانت نقدر نقول مواجهة اليوم صبحنا بالتقريب قابلين بعضنا بعض باش ندرس مع بعض. أنا ماشيين معها خلقنا لجنة مشتركة المؤرخين تاعنا ونتاعهم ورانا ماشيين معها. Le président de la République accorde une importance particulière au dossier de la mémoire. Il a décrété le 8 mai, journée de la mémoire, pour que personne n'oublie que les massacres perpétrés par l'armée coloniale française sont un crime contre l'humanité. 8 mai 1945, une autre date symbole du mouvement de libération nationale. Des massacres qui ont mis à nu la barbarie de la France coloniale, faisant vivre à tout un peuple une tragédie. Cette France coloniale fêtait la victoire des Alliés contre le nazisme, alors que son armée massacrait des Algériens innocents, sortis dans la rue manifester pour une Algérie libre et indépendante. D'autant plus qu'ils étaient nombreux à être enrôlés dans la guerre contre les nazis. Les manifestants ont fait face à une répression sanglante. Résultat, pas moins de 45 000 victimes à Kharrata, Stif, Galma et bien d'autres villes algériennes. Enfants, femmes et hommes, personne n'a échappé à la férocité de cette répression. À Sétif, la marche pacifique a été réprimée dans le sang. Pour la première fois, l'emblème national a été brandi par le jeune Sahel Bouzid qui a été assassiné. Ce héros marchait aux côtés des manifestants et a refusé de baisser le drapeau. Le policier tire et le jeune homme s'écroule et décède sur le coup. Cette manifestation s'étend à Kharrata également et bientôt à d'autres villes. L'armée coloniale riposte par les armes. Des villages entiers ont été incendiés et décimés. Selon des historiens, ce qui s'était passé à cette période était simplement un massacre qui s'était soldé par des dizaines de milliers de victimes, arrêtées, torturées et exécutées sommairement. Cette étape charnière de l'histoire de l'Algérie avait permis au peuple algérien de prendre conscience que ce qui a été pris de force ne peut être reconquis que par la force. Elle a constitué un tournant décisif quant à l'impératif de déclencher la glorieuse révolution de novembre. Voilà, c'était un retour sur les événements du 8 mai 1945. Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir d'évoquer cette journée mémorablement triste avec deux de nos invités qu'on aime beaucoup et qui se sont spécialisés chacun dans son domaine dans l'histoire de notre pays. Il s'agit en l'occurrence de M. Ammar Belkhoudia, donc auteur de nombreux livres consacrés justement à l'histoire de notre pays en priorité. On citera à titre d'exemple donc les enfumades du Dahra, et puis massacre dans la Mitidja, colonialisme, crimes impunis, ou encore donc Guelma 45, un criminel nommé Achiari. Donc on a vraiment plaisir à vous retrouver aujourd'hui, M. Ammar Belkhoudia, ainsi que Hassan Arab, donc qui vous accompagne souvent par ces émissions qui marquent justement en général ces dates pour la plupart tristement mémorables, n'est-ce pas Hassan? Oui, comme 1945, c'était un tournant dans l'histoire du mouvement national et dans l'histoire de la lutte du peuple algérien pour son indépendance. C'était le jeu, malgré l'ampleur du massacre, malgré les arrestations, malgré la répression, les tortures, mais il y avait cette prise de conscience que ce qui a été pris par la force devait être récupéré par la force. Donc c'était un moment également de prise de conscience et d'éveil, d'une manière générale de tout le peuple algérien. Oui, Ammar Belkhoudia, donc c'était la désillusion par rapport à tout espoir justement de décrocher cette indépendance par la voie pacifique, celle justement des politiques de l'époque. Oui, mais avant de revenir un peu à ces moments très douloureux pour le peuple algérien, nous n'attendions pas à ce que la France, qui a été sous domination du nazisme, puisse réagir avec une ingratitude, puisqu'il n'y avait pas que les Américains et les Russes, enfin l'URSS et les USA, les Alliés, comme on dit,
qui ont participé à la libération de la France. Il y avait aussi des contingents de tirailleurs algériens, de tirailleurs africains. Maghrébins, africains. Je reviens un peu effectivement. au concept et à la notion de la mémoire. Le chef d'État a décrété que la journée du 8 mai soit la journée nationale de la mémoire. Absolument. J'ai en face de moi mon sympathique ami Hassan Arab qui travaille sur les dossiers de la mémoire. Moi, ça fait quelques années, je me suis mis sur les traces un peu de la présence, la domination infecte du colonisateur français, de la France coloniale, parce que cette période sombre, hein, je dirais sombre, je dirais honteuse, je dirais indigne des civilisations humanitaires, est jalonnée de massacres depuis 1830 jusqu'à 1962. Absolument. D'ailleurs, vous le marquez si bien dans un de vos ouvrages, Barbarie coloniale en Afrique. Oui. Donc vous touchez l'ensemble du continent et toutes les exactions perpétrées un petit peu partout. On citera par exemple à Madagascar aussi, il y a eu un gros massacre. J'ai le dossier sur Madagascar. Pourquoi? Le 8 mai 45, quand on dit le 8 mai 45, on a une cette fixation, alors que le massacre s'est perpétué pendant le mois de mai et le mois de juin. Oui. C'est effroyable. 2 ans ou 3 ans après, on va se déporter, l'armée française va se déporter à Madagascar, et en l'espace de 2 années, c'est 90 000 Malgaches qui vont périr. 45 000, arrêtons-nous sur ce chiffre, Monsieur Amar Belkhodja, ainsi que Hassan Arab ici présent. Donc est-ce que par rapport à la densité de la population de cette époque, comment évaluer ce chiffre? Comment l'interpréter? Le chiffre, il est d'abord symbolique parce qu'on a avancé plusieurs chiffres. Parce que le consul des États-Unis à l'époque à Alger, il a avancé même le chiffre de 80 000 morts. Parce que on n'a pas encore le chiffre de ces massacres. Comme l'a dit c'est bien Amar Belkhodja, c'était 2 mois de massacre et de répression. Et puis, nous savons qu'il y a le dossier des disparus, qu'on évoque rarement. Hein. Il y avait beaucoup de disparus qu'on n'a pas retrouvés, c'est-à-dire aucune trace de ces disparus n'a été retrouvée. Donc il y avait donc on ne peut pas évaluer d'une manière générale l'ampleur du massacre. Mais quand on voit ce chiffre, à l'époque, la densité n'était pas celle d'aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y avait pas volonté justement de décimer comme ça les populations? Peut-être que, je ne sais pas, avec l'arrière-pensée de se dire... C'est vrai qu'il y a eu des déclarations de la part de l'armée française à l'époque qui disaient on va avoir la paix pendant 10 ans après ces massacres. Ce qui est, d'abord à propos du chiffre, hein, le chiffre 45 000 morts a été pour la première fois, je dis, hein, à la suite d'un gros reportage effectué par Abdelkader Safir, l'un des pionniers, ou je dirais le pionnier du journalisme algérien. Et il était jeune reporter à 22 ou 24 ans, qui s'est déplacé sur les lieux. Et au bout de 2 ans après le massacre, il devait avancer le chiffre de 45 000 morts. Le chiffre, on n'est pas loin, parce que l'ampleur du massacre, c'est quelque chose d'inouï, d'épouvantable. Donc on ne doit pas... Ça relève du crime de l'humanité. Il faut appréhender l'ampleur et non cette comptabilité macabre de dire non c'est moins, non c'est plus. L'ampleur, cette prédisposition à massacrer massivement. C'est ça qui est terrible. Un point aussi important, c'est qu'on parle de 45 000 morts, mais pas de blessés. On devait achever. Voilà, c'est ce que je voulais justement souligner. Je n'ai jamais rencontré dans la documentation le nombre de blessés. On a décidé d'achever ces Algériens sortis dans la rue pour scander justement leur amour pour leur patrie et pour justement avancer cette voie de l'Algérie libre et indépendante. Alors, c'est vrai que le 1er mai déjà, il y avait les prémices de cette volonté de libération par ces Algériens dont parlait M. Amar Belkhodja, qui avaient pris part à cette guerre de la Deuxième Guerre mondiale et qui avaient servi de chair à canon et qui réclamaient leurs droits à l'indépendance déjà le 1er mai. Le 1er mai, il y avait 2 grandes manifestations. Hein. L'une à Alger qui s'est achevée dans le sang parce qu'il y avait
2 morts, les Blafef, donc qui ont été les premiers qui ont été donc assassinés par la police coloniale. Et puis il y avait également une grande manifestation parce que Oran c'était une ville où il y avait beaucoup d'ouvriers parce que c'était le 1er mai, c'était les ouvriers, mais chapeautés par le PPA, c'est-à-dire les militants du PPA à l'époque. Et l'armée française s'est préparée pour la répression. On parle tout à l'heure donc de l'ampleur du massacre. Il ne faut pas oublier que les crimes, les massacres du mai et juin 1945, c'était des massacres prémédités. Donc même Charles de Gaulle en 1944, quand il quitte Alger pour Paris, donc juste après la libération de Paris, et il avait dit au général Martin, il a dit attention, il ne faut pas que l'Afrique du Nord nous échappe comme un poisson entre les mains. Donc, c'est-à-dire il fallait tout faire pour que l'Algérie reste sous la domination française. Et puis, avant justement de continuer, Hassan Arab, on nous demande en régie de commenter une image. C'est une région dont on ne parle pas assez, on parle de Guelmas, Teferrata. C'est Melbou ici, donc où il y avait ce rassemblement, parce qu'on a arrêté en masse les Algériens pendant cette semaine du 8 mai 1945. Ils ont été arrêtés par masse. Près de 4000 arrestations. Près de 4000 arrestations, des condamnations à la peine capitale. Et parmi ces arrestations, il y a eu l'amnistie qui va intervenir en 1946, mais il y a des militants algériens qui sont restés en prison jusqu'en 1962. Je citerai Mohamed Saïd Mazouzi, qui est resté depuis le 8 mai jusqu'à la libération de ce pays en 1962. Monsieur Hassan Arab a évoqué un nom, celui du général de Gaulle. Les soulèvements ou les émeutes ou la révolte, les historiens n'ont pas encore défini avec précision un peu le concept qu'on doit appliquer à ce mouvement de révolte. Oui. C'est que il y avait aussi Mohamed Zerouali à ses côtés, donc lui aussi. Le premier moment de révolte. Les autorités civiles coloniales en Algérie ont intercepté, ont reçu un télégramme émanant du général de Gaulle qui leur dit expressément qu'il faut rétablir l'ordre par n'importe quel moyen et mettre fin à une poignée d'agitateurs qui menacent la souveraineté française en Algérie. Quitte à en passer par des milices, les milices, c'est un chapitre sur lequel je me suis étalé. C'est qu'on a armé la milice, les milices de Sétif, de Kherreta et de Guelma. Et Guelma, il va se passer des choses épouvantables parce qu'il y avait un grand criminel qui répond du nom de Achiari, qui était sous-préfet. Il va armer et organiser une milice qui va investir la campagne. On va armer même des jeunes de 16 ans, 17 ans pour leur dire allez, voici des fusils, faites des cartons. C'était la véritable chasse à l'arabe. Et le soir, l'après-midi, on revient pour faire le bilan macabre sur des Algériens sur lesquels on tirait à vue. Oui, alors que les émeutes s'étaient arrêtées 3 jours seulement. Oui, absolument. Et on a continué, comme l'a dit M. Hassan Arab, pendant tout le mois de mai, tout le mois de juin. C'est horrible, parce que finalement, l'idée coloniale est restée intacte depuis 1830 jusqu'à 1945 et jusqu'à 1962. En tout cas, un témoin de cette époque, justement, il avait 15 ans tout juste, Kateb Yassine, à cette époque-là, il en parle dans ses ouvrages, et aussi il l'a témoigné donc, au micro de René Bautier. On va écouter cet extrait, on va revenir justement. Il faut savoir que le mardi, c'est le jour de marché à Sétif. Et il y a énormément de paysans, il y a des communes très peuplées tout autour. Et il y a énormément de gens un jour de marché à Sétif. Les paysans étaient désarmés, mais c'était une immense foule. Et devant la foule, il y avait les scouts musulmans. Et derrière les scouts, des étudiants, dont certains étaient des camarades. Et ils m'ont fait signe de les rejoindre. C'est comme ça que j'ai participé à la manifestation avec ces étudiants. Mais nous avons tout juste fait quelques pas. Et puis il y a eu des coups de feu. Le cortège a reflué. On a vu même des enfants écrasés. Puis c'était la panique.
On ne pouvait pas bien comprendre ce qui se passait, mais on voyait bien que c'était très grave. J'ai pris la décision de rentrer dans mon village parce que mon père était malade. L'armée est arrivée, il y a eu des scènes de viol, etc., mais ça je l'ai su après. Bref, l'armée a occupé le village, la région, et puis le 13 mai, on est venu me chercher à la maison, là c'était des civils, j'ai été arrêté, conduit à la gendarmerie, ensuite à Sétif, au camp d'artillerie, où là nous étions quelque chose comme 6 000. 6 000 Algériens de cette région-là, et il y avait, moi j'étais jeune, j'avais 15 ans, mais il y avait plus jeunes que moi. Il y en avait qui avaient 12 ans, des gosses qui avaient été ramassés. C'était une sorte de coup de filet, à la gendarmerie par exemple, dans le village. On avait vu des corps, on avait vu des cadavres pour arriver à la gendarmerie. Et puis on entendait des coups de feu, souvent, surtout la nuit, tout près. Alors tout le monde pensait qu'on allait être liquidé. Bon, les gendarmes et l'armée amenaient tout le temps de nouveaux prisonniers et on comprenait bien qu'il y avait vraiment une vague de répression qui s'est poursuivie après. Et c'est à Sétif, surtout quand on est arrivé au camp, que nous avons commencé à avoir quelques informations et à comprendre l'ampleur du massacre. L'ampleur du massacre Hassan Arab, donc... massacre Kateb Yassine, dont la vie et l'écriture étaient façonnées justement par ces événements, par ces massacres du mois de mai. Il va écrire le premier recueil de poésie Soliloque, et dans lequel il écrit « Ouverte la voie, quoi que dise la vieille espérance ». Donc, pour dire qu'il avait senti sur le moment qu'il y avait quelque chose qui se passait dans l'esprit de tous les Algériens, ouverte la voie, c'est-à-dire la voie de la libération. J'aimerais commenter par contre l'image qu'on a vue tout à l'heure sur la plage de Melbou. Vers le 20 mai 1945, l'armée française avait chassé tous les paysans donc, des régions environnantes, Sétif, Amoucha et puis Kharrata. On les a ramenés sur cette plage. Il faisait très très chaud. C'était un simulacre de reddition. Donc c'était l'armée française qui a organisé, disons, ils ont même donné des fusils maquillés, donc pour dire que les Algériens, ça y est, ils se sont rendus après cette révolte. Donc c'était véritablement un simulacre. Un simulacre, et puis même les médias coloniaux ont toujours mis en avant la mort de quelques soldats, donc le chiffre avoisinait même pas la centaine. En tout et pour tout 113. Mais comment ne pas réagir face à une barbarie de cette ampleur? Comment ne pas défendre au moins quelques-uns? C'est normal que... Barbarie, d'autant plus que l'armée française s'est livrée à de véritables opérations militaires, parce qu'il y avait l'aviation, les bâtiments de guerre... et la milice. Et puis, il y avait les tabors marocains, les tirailleurs sénégalais, donc c'était un dispositif militaire contre des civils innocents. Donc, et puis les miliciens. En plus, donc, c'est un dispositif qui a été appuyé et renforcé par des miliciens, que ce soit à Sétif, mais les premières, je pense, les premiers groupes de milices s'étaient créés par, s'étaient manifestés à Guelma et encouragés par Achiari. Je me pose la question si cette répression sanglante n'avait pas pour but aussi comment dire, de freiner l'élan de ces jeunes qui, eux, au vu d'une telle répression, d'une telle violence, pourraient peut-être reculer dans leurs revendications à l'avenir, parce que la génération de Kateb Yassine regardait, observait ces massacres et voyait justement tous ses parents tomber au champ d'honneur. C'est effroyable, c'est effrayant pour un jeune de 15 ans ou 16 ans. Les Pieds Noirs ont juré que pour une victime européenne, il fallait tuer 1000 Arabes. 1000 Arabes. C'est ce qui explique un peu cette ampleur. Et puis le bilan chez le côté colonisateur, il y a eu 113 morts en tout et pour tout. En tout et pour tout. Je crois qu'il faut préciser dans quelle ambiance politique vivait le peuple algérien. Nous étions à l'époque des Amis du Manifeste de la Liberté, les AML. Dont le président de ce mouvement rassembleur, c'était M. Farhat Abbas, de 1944 à 1945. En l'espace d'une année,
les AML, ce mouvement, devait mobiliser les Algériens. 500 000 adhésions, 500 000 adhésions en l'espace d'une année. Ce qui fait, ça va provoquer une angoisse, une peur chez les colonisateurs. Donc, après ce massacre et ce besoin de liberté, il y a eu cette manifestation massive. On devait, par n'importe quel moyen, dire non, vous êtes là depuis 1830, c'est assez. Stop. Le mouvement nationaliste, tout courant confondu, après 1946, avec l'USMA et le PPMTLD, surtout le PPMTLD, le PPA, disons, ont résolu qu'il fallait armer ce peuple. Tout à fait. Et comment l'armer? En 1947, on met en place l'organisation spéciale, une organisation paramilitaire qui va préparer l'insurrection qui va aboutir au 1er novembre 1954. Absolument, absolument. C'est-à-dire que voilà, la désillusion était là, elle était présente. On n'avait plus foi en cette lutte pacifique par le biais du politique, mais là, vraiment, c'était l'urgence de passer à l'étape armée. C'était grâce au 8 mai 1945. Finalement, voilà, ce massacre a donné le résultat inverse. Il a évoqué tout à l'heure Mohamed Saïd Mazouzi, le grand nationaliste militant de première heure. Et on doit rappeler déjà, il y avait dans l'esprit des militants, des responsables du PPA à l'époque, il y avait l'idée de lancer l'insurrection vers le 24 mai 1945. Puis il y avait le fameux ordre et le contre-ordre. Et le contre-ordre. Donc l'esprit de passer à une action armée était dans la tête de tous les responsables à l'époque. Après, donc, comme il l'a rappelé, ce n'est qu'en 1947 qu'on a décidé de mettre en place une organisation qui allait servir de fer de lance pour le déclenchement de la guerre de libération. Oui, est-ce qu'on pourrait parler également du 23 mai, des ordres et des contre-ordres? J'aimerais revenir à un point plaisir. important parce que on a dit qu'il y avait des opérations militaires et puis il y avait une petite commission d'enquête. À l'époque, c'était le ministre de l'Intérieur Texier qui avait donc chargé un groupe pour faire l'enquête sur ces massacres. Quand ils arrivent, ils vont justement maquiller les massacres. Il va y avoir à Sétif des fosses communes. Donc il y avait beaucoup de morts, il y avait des cadavres un peu partout. Donc on les a enterrés dans des fosses communes, donc on a effacé les traces. C'était une dissimulation de preuves à l'époque. Hein, et puis à Guelma, c'était le four à chaux où on a brûlé également une quantité énorme de cadavres. Donc c'est pourquoi c'est pas facile de. Et c'est très contradictoire avec un pays qui sortait d'une lutte contre le nazisme et contre les exactions. Le four à chaud nous rappelle donc les pratiques très nazies. Contradictoire avec vraiment les valeurs de la Deuxième Guerre mondiale. Exactement. Donc les valeurs, écoutez, parce que c'est un crime, le crime de 1945 reste impuni, parce que les Alliés qui étaient déjà des pays colonisateurs. Donc quand ils ont préparé par exemple le procès de Nuremberg pour chasser, pour juger les criminels nazis, ils ont tout fait pour qu'il n'y ait pas génocide, c'est-à-dire les juger pour génocide, mais on a préféré les juger pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Donc aujourd'hui, même si on veut juger symboliquement évidemment ceux qui se sont impliqués dans ces massacres, on ne peut les juger que de ce point de vue, c'est-à-dire pas de génocide, parce que c'était véritablement une opération, comme il a dit Ammar, de chasse à l'arabe. Donc c'était une pratique génocidaire à l'époque. Absolument. En citant justement ce crime de guerre, aujourd'hui, donc on célèbre cette journée nationale de la mémoire avec justement tous ces acteurs qui ont permis justement d'arriver à ces conclusions, les auteurs, les journalistes, mais aussi ces militants de l'association du 8 mai 1945 dont vous avez fait partie, Ammar Belkhodja, donc qui a essayé justement d'aboutir à une reconnaissance de ce crime de guerre.
Il y a beaucoup d'hésitations finalement, hein, de contradictions, d'hésitations, de fonctionnement de la société française, de fonctionnement des courants politiques français. Et puis en février 2005, les parlementaires français vont voter une loi pour nous chanter les bienfaits de la colonisation. Que la colonisation a eu des effets positifs. Quels effets positifs? C'est la maladie, c'est le chômage, c'est les humiliations, c'est la brimade, c'est la tuberculose, c'est le choléra. Ils ont ramené tout le méfait avec eux. Et en 1962, nous étions analphabètes à 95% dans la langue arabe et dans la langue française. Donc le problème se pose en termes politiques. Nous pouvons que soutenir que nous avons été victimes d'opérations malfaisantes. La société française évolue en dents de scie. Nous, aujourd'hui, le discours qu'on doit entretenir, l'écriture historique, c'est que ce n'est pas dans un esprit de vengeance, c'est pas dans un esprit de cultiver la haine, c'est dans un esprit que l'on reconnaisse que la domination coloniale est une domination qui comporte des pages les plus noires. Et c'est une atteinte globale à l'humanité tout entière, pas uniquement l'Algérie. Je parle des massacres en Afrique. Le malheur des peuples, c'est qu'ils ont subi un peu cet outrage d'être colonisés et de blocage contre les évolutions des sociétés. Tout le monde a le droit à la vie, a le droit à évoluer dans la paix, la fraternité et la solidarité. Absolument. En tout cas, nous avons aujourd'hui, grâce à beaucoup de martyrs, récupéré notre dignité, notre justement liberté également. Et donc, c'est bon de le rappeler dans vos ouvrages, Monsieur Ammar Belkhoudia. Donc, je rappelle à la fin de cette séquence que vous êtes journaliste et auteur de plusieurs ouvrages consacrés à l'histoire du pays, notamment, donc, on rappellera Massacre dans la Métidja, Colonialisme, les crimes impunis, les enfumades du Dahra, Barbarie coloniale en Afrique, mais surtout cet ouvrage qui rappelle justement cette page sinistre du 8 mai 45, donc Guelma 45, un criminel nommé Ashari. Merci pour votre participation ce matin. Merci également à Hassan Arab, qui lui aussi est journaliste et spécialiste en histoire. Donc aujourd'hui, il anime actuellement donc, une émission que vous aimez certainement, Dossier de la mémoire, donc sur Canal Algérie, tous les lundis. Tous les lundis. Lundi à 22h. Voilà. Merci infiniment. Donc ce lundi, on s'attend à un programme spécial. Oui, on revient de Sétif où on a justement enregistré une émission sur place à propos de ces massacres du 8 mai 1945. Très bien, donc ce sera à partir de 22h ce soir sur Canal Algérie. Merci Hassan Arab, merci à ceux qui ont pris patience avec nous pour justement cette évocation ô combien nécessaire en faveur des martyrs et des chouhadas du 8 mai 1945. Et dans un petit instant, nous allons parler de cette nouvelle génération donc, qui continue justement d'honorer la mémoire de ces martyrs, mais à travers le mouvement estudiantin actuel. On va parler aussi de cette jeune génération qui nous honore en football avec Riyad Belkhadim qui arrive après cette chanson de Mohpako. In Algeria pour la séquence sportive. Et oui, c'était Mohpako qui interprétait Dream in Algeria. Oui, et eux aussi, ils ont le droit de rêver. C'est les moins de 17 ans qui participent actuellement à la Coupe d'Afrique des Nations de football. Les moins de 17 ans, les U17, on dit comme ça dans le jargon sportif. Et quoi de mieux que Riyad Belkhadim pour en parler? Il suit l'événement depuis le début et hier, c'était la fin du premier tour. On connaît enfin les protagonistes de la seconde étape, n'est-ce pas, Riyad? Bonjour. Bonjour, je ne sais pas si vous dites pas mieux que Riyad Belkhadim à cause du foot ou à cause de mon jeune âge. Je ne suis pas sûr. Je vais prendre les deux, comme ça, je suis sûr que c'est un compliment. Merci, bonjour. Du fait que vous suiviez l'événement, oui, tout ça. Je plaisante. Je suis capable d'en parler toute seule, en tout cas. Eh ben, c'est la trêve. Hier, on a terminé ce premier tour et on connaît les 8 protagonistes qui vont animer les quarts de finale qui vont se dérouler mercredi et jeudi prochain. Donc les genoux, les U17 ou Under 17 parce que c'est en anglais. Je me suis demandé à quoi correspondait le U et merci. Hein. Under. La CAF parle les deux langues, le français et l'anglais. Le docteur Motsepe, le président de la CAF, est anglophone, il est sud-africain, donc on parle les deux langues.
Et c'est la langue de la FIFA aussi, donc c'est les U17. Et donc hier, c'était le dernier match. Pourquoi je dis le dernier? Parce que dans ce groupe, vous le savez, le Sud-Soudan a été écarté de la compétition. Le Mali était exempt et qualifié. Il a surclassé le groupe. Hier, c'était Burkina-Cameroun. Et le Cameroun, tenant du titre, s'il vous plaît, s'est fait sortir 2-1 par le Burkina. Donc c'est le Mali et le Burkina qui vont donc compléter les 8 équipes qui vont animer les quarts de finale. Avant de vous donner les 8 matchs et les 8 affiches de ces quarts de finale, je vous l'ai dit, qui commencent donc mercredi et jeudi, on va regarder ce bilan dressé juste avant ces 2 matchs. Donc il faudra comptabiliser les 3 buts qui ont été marqués hier et la qualification du Burkina et du Mali, le bilan dressé par Salah Derbel. On regarde. C'est avec 3 groupes et 11 nations africaines que cette CAN U17 a débuté. Le Soudan du Sud a été disqualifié de la compétition avant même qu'elle commence en raison de la présence de 3 joueurs âgés de plus de 17 ans. 14 rencontres ont été jouées jusqu'à présent et 6 équipes sont déjà qualifiées en quart de finale. « 33 buts marqués et seulement 2 matchs nuls lors de cette phase de groupe. Les matchs où le plus grand nombre de buts ont été inscrits sont Afrique du Sud-Zambie, qui s'est soldé sur un score de 3-2 en faveur des Sud-Africains. Et Nigeria-Afrique du Sud, qui s'est terminé sur le même score, mais cette fois-ci à l'avantage des Nigérians. Cette première partie de la CAN a offert au public un beau spectacle, du fair play et surtout un bon niveau technique. Les 2 premiers de chaque groupe ainsi que les 2 meilleurs troisièmes se sont qualifiés pour les quarts de finale. Dans le groupe A, le Sénégal avec un parcours sans faute a terminé à la tête du classement, suivi de l'Algérie avec 4 points. Dans le même groupe, le Congo a réussi à se qualifier en tant que meilleur troisième avec 2 matchs nuls. Le groupe B a vu le Maroc et le Nigeria assurer leur qualification avec 6 points chacun. Et enfin, c'est le Mali qui a fini en première place dans le groupe C. En attendant le match entre le tenant du titre, le Cameroun et le Burkina Faso, pour définir le deuxième du groupe C et le meilleur troisième entre ce même groupe et le groupe B. Les prochains matchs opposeront alors le Sénégal au meilleur troisième, soit du groupe B ou C, l'Algérie au Maroc, le Mali-Congo et le Nigeria au deuxième du groupe C. La lutte s'annonce acharnée en quart de finale pour décrocher les 4 billets pour la Coupe du Monde U17 prévue du 10 novembre au 2 décembre prochain. Voilà, on le disait, c'est très important, on discute en amont. Et bien sûr, voilà, on disait, Salah Derbel disait à l'instant que c'était très important pour les Verts, ce quart de finale. Et pourquoi? Et pour toutes les équipes, pas seulement, mais c'est l'objectif, c'est vrai, de la fédération et de l'équipe nationale des moins de 17 ans, du coach Arskerman. Alors, si vous permettez, on va donner maintenant, et on les connaît, les 8 protagonistes. Ça commencera mercredi 10 à 17h au stade Nelson Mandela, un certain Sénégal, Afrique du Sud. Sénégal, c'est probablement la plus séduisante. Ce sont les favoris, parmi les la favoris. plus puissante, la plus impressionnante depuis le début du tournoi, qui affronte l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud qui est meilleure troisième. Alors, c'est assez paradoxal. Alors, il y a le dernier groupe d'hier où il y avait un 4e qui est passé à la trappe, le 3e aussi le Cameroun. Il y en a 2 qui sont qualifiés. L'Afrique du Sud qui passe quand même dans le groupe du Nigeria, du Maroc. Elle passe meilleure 3e avec l'Afrique du Sud. Sénégal, comme c'est la meilleure équipe avec le plus grand nombre de points, va affronter on va dire la plus faible du premier tour. C'est celle qui est repêchée 3e. L'Afrique du Sud, ce sera donc à 17h. Algérie-Maroc à 20h. Le stade Hamlaoui de Constantine sera archi-comble, ça c'est une certitude. En plus, il est bien situé. C'est le stade traditionnel où joue le CS Constantine, le MOC de Constantine. Il y aura beaucoup de monde. Les supporters du CSC, c'est une galerie fantastique. Et plus les familles, etc. Toujours le mercredi, le même jour? Mercredi, même jour. Très bien. Alors, 17h à Mandela pour Sénégal-Afrique du Sud. 20h pour Hamlaoui, Algérie-Maroc. Et puis le lendemain, jeudi, 17h, au stade du 19 mai 56 de Annaba, le Mali affronte le Congo. Belle affiche. Le Mali aussi très séduisant dans ce tournoi. Et puis enfin, dernier match,
ce sera à Nelson Mandela, ici à Barqi à Alger. Le Nigeria affrontera à 20h le Burkina Faso. Burkina Faso qui a éliminé les favoris, vous disiez tout à l'heure, j'ai bien retenu. En fait, c'est un groupe assez Cameroun. paradoxal. Alors, c'est le groupe où il y a Mali qui est passé premier, Burkina qui passe deuxième et le Cameroun qui passe à la trappe. On l'a dit, on l'a répété, le Sud-Soudan a été éliminé, donc il n'y avait que 3 équipes. Ces 3 équipes, à elles seules, comptabilisent 5 Coupes d'Afrique. Il y en a 2 pour le Cameroun, 2 pour le Mali et 1 pour le Burkina Faso. Le Cameroun est champion sortant et il s'est fait sortir. Et le Burkina, donc, qui héritera du Nigeria. Très, très belles affiches à suivre. Les genoux pourront se reposer pendant 48 heures pour pouvoir recharger les accus, les batteries. Et puis mercredi, place à ce qu'on a dit tout à l'heure, une place en Coupe du Monde. Chaque équipe qui remportera son match, mercredi et jeudi, ira en Coupe du Monde et c'est l'objectif de l'Algérie. C'est pour ça qu'il faudrait aller nombreux à Constantine, pas que de Constantine, d'Alger, de Guelma, de Annaba, faire le déplacement et aller remplir ce stade pour les... Aider et être auprès de ces jeunes qui rêvent justement d'une Coupe du Monde, pourquoi pas? On rêve tous, c'était la chanson juste avant. Oui, oui. Alors, on va rester en Afrique, mais on va parler des clubs cette fois-ci. Très bien. Donc, on va vers Vous avez les pris adultes. note, normalement. Ah oui, oui, bah oui. Je sais qu'on va en Côte d'Ivoire. On va en Côte d'Ivoire. Ça, c'est sûr. Voilà. Après, je sais qu'il y a un club algérien qui participe, l'USMA. L'USMA d'Alger. Voilà. Alors, en Champions League, la GSK et le Serbie ont été éliminés. Reste un seul club qui va représenter le continent, et cette fois-ci en Coupe de la CAF. C'est l'USMA d'Alger qui joue sa demi-finale. C'est-à-dire, elle joue, on l'explique, elle joue la première manche à Bouaké, parce qu'ils sont arrivés hier à Abidjan, puis Bouaké, où se déroulera le match face à l'ASEC Mimosa, un grand d'Afrique, même si ce n'est plus l'ASEC d'il y a quelques années. La manche aller se jouera donc à Bouaké, le retour au 5 juillet. C'est une bonne chose pour nous, donc il faudra, on va dire, limiter les dégâts à Bouaké pour pouvoir assurer une place en finale de cette Coupe de la CAF. Alors, on va essayer de voir, avant ce match, la position de l'USMA, la position de l'ASEC Mimosa dans leurs championnats respectifs et les enjeux dans ce sujet. On regarde. Plus que 2 pas avant la finale. L'USMA d'Alger devra avant affronter les Ivoiriens de l'ASEC Mimosa en demi-finale de la Coupe de la Confédération africaine de football. Les USMistes devront donc affronter ces Ivoiriens sous une forte chaleur au stade de la Paix de Bouaké et sous une température prévue de 34 degrés avec un taux d'humidité de plus de 63%. C'est comme ça que va débuter cette rencontre du dernier carré de la compétition africaine. Des conditions éreintantes pour les Algérois qui devront négocier cette première manche au mieux pour garder leur chance intacte au match retour. Les Rouges et Noirs devront contenir le premier au classement du championnat ivoirien, la SEC, qui devance de 8 points le club de Soa avec 53 points au compteur après 25 journées du championnat de Côte d'Ivoire. De son côté, l'USMA, qui a concédé une défaite ce week-end à Tizi Ouzou, est 6e du championnat local à 3 points du podium, mais avec encore 2 matchs en retard à purger. Les USMistes, seul club algérien encore en lice en compétition africaine, jouent encore sur les 2 tableaux. Il faudra pour les protéger de Benchira oublier la défaite face à la JSK et se concentrer sur ce match face à un grand club ivoirien pour rêver d'une place en finale de la Coupe de la CAF et pourquoi pas le premier titre africain pour les Rouges et Noirs. Le général devra user de toute sa ruse qui le caractérise et qui lui a permis de sortir de la compétition le leader du championnat marocain, les Phares de Rabat, et il a l'effectif pour. L'équipe algéroise aura l'avantage de recevoir au match retour. La seconde manche est prévue le 17 mai prochain à 21h au stade du 5 juillet. Mais avant cela, il faudra être solide à Bouaké pour que les gars de Soustara puissent finir le travail au stade olympique de Del Ibrahim. On croise les doigts pour l'USMA. Oui, le cœur de Soustara, tout le quartier est à Bouaké. Hein. Et ça va être aussi compliqué parce que, bon, on l'a entendu dans le sujet, mais on jouera au 5 juillet à 20h, il fait frais à Del Ibrahim, même les soirées estivales et printanières sont assez fraîches, mais à Bouaké, on va jouer à 17h. Taux d'humidité de plus de 65%, il fera 34, 35. Il faut gérer le physique, mais c'est faisable hein, pour l'équipe de l'USMA qui a un très bel effectif. Et puis le général, c'est-à-dire Benchira, c'est son surnom, hein, qui pour l'instant, depuis son arrivée à l'USMA, arrive à gérer son groupe, gérer le banc. Il a une profondeur de banc. Profondeur de banc, ça veut dire qu'il a beaucoup de possibilités sur le banc pour faire un turnover. Il pourra reposer certains joueurs. Au mieux, c'est de ne pas encaisser.
ou alors au mieux c'est de marquer un but à l'extérieur. Comme ça, au 5 juillet, le 17 mai prochain. Parce que ça compte double quand c'est dans le pays d'accueil. Ça compte double et ça rend la tâche de l'adversaire beaucoup plus compliquée une fois qu'il se déplace à Alger. Et puis, ça serait beau quand même de encore une fois retrouver un club algérien en finale de la Coupe de la CAF. C'était il y a quelques années, je ne sais pas si Yazid s'en souvient, la JSK, je crois il y a 2 ou 3 saisons, finaliste. Malheureux, ils ne l'ont pas remporté, la Coupe de la CAF. Peut-être que cette fois c'est la bonne et ce sera le premier titre, même si la JSK c'est le recordman des titres africains. L'USMA court encore derrière son premier titre continental. Eh ben, on croise les doigts pour l'USMA, on leur souhaite bon courage et on espère justement qu'ils décrochent leur titre. Inch'Allah. Voilà, et qu'ils viennent justement victorieux au stade du 5 juillet. Merci beaucoup Riyad Belkhadir. Merci à vous, j'espère que la semaine prochaine quand on se retrouvera, on sera en finale du CAN U17. We hope so. Voilà. We can dream in Algeria, disait Bako tout à l'heure. Alors rêvons avec les U17. Merci mesdames, messieurs d'être avec nous. On va rester avec cette jeunesse pleine d'espoir et qui continue justement d'épater par ses prouesses mais aussi ses réalisations. On va parler de clubs scientifiques et de clubs étudiantins. Donc 2 écoles vont venir, enfin 2 représentants d'écoles très prestigieuses vont venir me rejoindre dans un instant après ceci. Les polytechniciens, nous on s'en va alors. Hein. Ah oui, les polytechniciens et les informaticiens. Voilà, c'est tout de suite après ceci. Et voilà, ils se sont installés, ces graines justement de citoyens, on dira, donc, qui se préparent par leur formation multiple à cette nouvelle vie, l'après-études. Donc c'est un petit peu comme ça que se préparent 2 clubs scientifiques, ici représentés sur ce plateau par, en l'occurrence, Ben Achour Rayyan. Bonjour. Vous êtes en première année préparatoire à l'école polytechnique. Je suis
en première année préparatoire à l'école polytechnique et je suis aussi membre actif du CAP au département Com. Très bien, CAP qui est donc le club club. d'activité polyvalente de Exactement. cette école polytechnique. Et puis vous êtes accompagné ici par Baba Issa Jamil, qui est également en première année. Première année prépa et membre du CAP, département Com, tout comme lui. Très bien, département Com, d'où votre présence sur un plateau télé. Exactement. Alors, vous êtes accompagné par Bouchra Baba Issa, bienvenue. Haj Zoubir, pardon, hein, voilà. Haj Zoubir Bouchra, bienvenue. Vous êtes en deuxième année, donc, et donc votre présence au CAP, c'est depuis la première année? Non, depuis la deuxième année. Depuis la deuxième année, donc ça va. IT au CAP. Très bien, donc vous êtes à égalité hein, dans ce qui se rapporte à votre adhésion. Alors aujourd'hui, on est ravis aussi de recevoir Maachi Mohamed Islam Ayman qui est tout seul face à trois étudiants qui viennent de Polytech. Vous représentez l'école supérieure d'informatique. Oui, madame, je suis... Et dignement représenté. Merci, madame. Je suis Maachi Mohamed Islam Ayman, de la part du club ETIC, qui est un club qui vise à faire la relation entre les étudiants et les entreprises. Et on vise de faire la communication entre les étudiants et les entreprises, c'est ça. Voilà, dans la mesure où ils sont en force, on va commencer avec vous. Oui, madame. Voilà, donc il y a un très bel événement qui se profile, un salon en l'occurrence, un salon qui permet aux étudiants d'être au contact des professionnels. C'est bien ça? Exactement, madame. On a pour le 13 mai, Inch'Allah, le samedi prochain, l'événement prochain, c'est le salon de l'emploi de l'ISI, comme le nom t'a. On va faire comme l'étudiant, pendant ses études 5 années où il n'a pas vraiment de contact avec les entreprises, on essaie de les entreprises. On va faire quoi? On va faire plusieurs de 60 entreprises de toute l'Algérie. Les étudiants, on fait le contact entre les entreprises et les étudiants. Ils vont déposer leur CV, ils vont passer des entretiens. Et les entreprises offrent des offres d'emploi, des stages, des PFE. Alors, on facilite à l'étudiant de trouver un travail facilement, c'est ça. Voilà, surtout pour ceux qui sont en fin de cycle et qui se préparent à la vie active. Et donc ça, c'est une très belle opportunité. C'est un rendez-vous, en tout cas annuel, qu'organise votre institution. Oui, madame, c'est notre événement principal. On l'organise plus de 10 ans depuis 2009. Avec notre club, c'est la première année de notre club, on a organisé le salon de l'emploi de l'ISI, c'est ce qui a été une idée innovante, ça avait trop de succès. L'année faite, on avait plus de 2500 participants avec plus de 60 entreprises. C'est un événement que tout le monde attend. Très bien. On va en parler encore. Le temps pour moi de parler d'un événement qui a déjà connu sa fin cette semaine. Alors, qui commence? Bouchra, les filles d'abord? Oui, ça ne me dérange pas. On va commencer par les filles. D'abord, je présente le CAP. Avant de présenter le CAP, on va parler de l'événement que vous avez organisé parce qu'on est déjà sur l'événement. Donc, Célébra Science, c'est un événement qui parle de la science. On a consacré toute une journée juste pour la science. On a fait une partie de la matinée pour les conférences dans 5 domaines, des domaines scientifiques. Et l'après-midi, c'était pour des expositions. Voilà, c'est bien, c'est très bien choisi hein, ce label de célébration de la science. C'est un jeu de mots. C'est un jeu de mots mais qui est très beau, donc un très beau sobriquet qui permet de mettre en relief la spécificité de votre école. L'école Polytech, c'est essentiellement scientifique. Mais oui. Donc oui, mais pas seulement quand même. Le CAP organise aussi d'autres événements culturels et caritatifs. Mais pour le coup, on a fait vraiment un travail de vulgarisation. C'est-à-dire qu'il ne faut pas forcément avoir des prérequis scientifiques pour accéder à cet événement. C'est-à-dire qu'il y a eu des gens, on vise vraiment un grand public. C'est-à-dire qu'il y a eu des gens qui ont eu des prérequis scientifiques, mais des gens qui ne savent rien de la science. Oui. Donc vraiment, ce jour-là, on a vu des gens qui ont découvert la science et sa beauté, et des faits vraiment surprenants. D'accord. C'est ce qui explique la volonté de délocaliser. Donc vous êtes sorti des murs de votre école pour cet événement. Vous avez été au Palais de la Culture. Oui, on a été au Palais de la Culture. C'était pas trop difficile comme ça, cette délocalisation? Pour les anciennes éditions, elles ont toutes eu lieu à Polytechnique. Mais pour celle-là, on a préféré la faire au Palais de la Culture pour qu'elle soit ouverte à tout le monde. Il y a eu, comme a dit Jamil, beaucoup de monde qui était venu, des personnes de tout âge. On a même eu des enfants qui pouvaient participer à des ateliers. Il y avait un atelier de robotique qui était ouvert aux moins de 12 ans.
On pouvait y faire des voitures et des... J'ai même vu des moulins à vent qui tournaient. Et il y avait... C'était vraiment très varié, vous voulez dire. C'était varié, on pouvait même toucher à tous les domaines de la science. Pour les personnes qui s'y connaissaient déjà, elles pouvaient approfondir leurs connaissances. On pouvait poser les questions à tous les exposants qui étaient ravis de répondre à notre curiosité. Et voilà. Très bien, donc voilà, parlez-nous justement, Bouchra, de ces ateliers en détail, s'il vous plaît. Alors, il y avait 3 ateliers, donc 3 workshops. Un sur la robotique, justement. Il y avait pour les enfants, donc pour les jeunes moins de 12 ans. C'était un petit atelier pour créer des robots et apprendre la programmation. En gros, c'était des Lego. On devait les monter et puis on pouvait contrôler justement le robot avec une tablette. Il y avait aussi dans cet atelier de robotique une initiation à la programmation pour les un peu plus grands. Le deuxième workshop, c'était un workshop à propos d'astronomie. Donc c'était l'association de l'astronomie de Blida qui l'avait fait. Et c'était... on vient de voir apparaître à l'image justement une petite fusée comme ça dessinée sur une feuille. Oui, ça c'était Robotech. Et le troisième workshop, c'était Wati, donc c'était un club de littérature. Il y avait, donc l'atelier, c'était une rédaction d'histoire de science-fiction. Et il y avait aussi juste une discussion philosophique sur le développement de la science et son influence sur la littérature. Très bien. Donc, est-ce que vous vous êtes un peu identifié à ces petits bambins qui étaient venus pour les ateliers? Est-ce que vous étiez enfant, vous rêviez déjà de construire des robots Oui, franchement, je me suis dit que j'aurais aimé assister à ce genre d'événement plus jeune, parce que vraiment, l'aspect ludique y était. Il était vraiment au rendez-vous. Et on les voyait vraiment s'amuser, c'était vraiment émerveillé. Surtout par rapport à Robotech qui a fait un atelier vraiment à la hauteur, un montage avec des Lego, de petits robots, mais aussi Astrotech et le club d'astronomie de Blida. On est carrément sorti dehors et on a pu utiliser quelques outils, pas très modernes, mais ancestraux de l'astronomie. Voilà, donc j'imagine que Ryan est dans le même ressenti. Oui, bien sûr. Je pense, étant petit, on a tous une petite curiosité envers la science. Mais voilà, avec l'école, c'est pas toujours évident. Il y a énormément de théories, effectivement. Oui, c'est très théorique. On n'a pas l'occasion de manipuler. En général, les seuls moments où on s'amuse en apprenant, c'est les travaux pratiques. Mais le reste, Kamel, c'est que des cours théoriques. C'est vraiment de l'apprentissage. En général, les élèves trouvent ça ennuyeux. Oui, absolument. C'est peut-être ce qui explique votre adhésion au CAP, non? Exactement. Oui, justement. Voilà, Bouchra voulait présenter le CAP depuis tout à l'heure, on va lui donner l'occasion et vous pouvez participer, il n'y a pas de souci. Alors, le CAP, c'est un club d'activités polyvalentes. Il a été créé en 2010 à l'École nationale polytechnique. C'est un club qui a été fait pour animer la vie étudiante et on y organise différentes activités et événements culturels, caritatifs et scientifiques. Scientifiques comme Celebra Science. Voilà, Celebrate Science, donc vous le dites en anglais, c'est pour ça que tout à l'heure je l'ai répété en français, vous allez vite. Mais bon, qu'est-ce que ça vous a le plus apporté? Comment vous avez vécu tout ça? C'est votre première année au CAP de toute façon. Alors c'était comment? Franchement, c'était super. On y apprend beaucoup, que ce soit humainement, parce qu'il y a beaucoup d'organisations, on y connaît beaucoup de gens. Vraiment, c'est vraiment bien. Et du côté aussi scientifique, pour ma part, je suis au département IT, donc je fais du design. Donc pareil, j'ai appris beaucoup pour manipuler les logiciels, comme Illustrator, Premiere Pro. Donc c'est très instructif. Une belle opportunité pour des initiations pratiques. Bravo, en tout cas, on va revenir à l'événement de l'École supérieure d'informatique qui se profile à l'horizon, donc à l'horizon du 13 mai prochain. Donc là, ça se passera au niveau de l'école. Oui, l'événement, ça sera au niveau de l'école supérieure d'informatique. Bon, l'événement, on va lancer une application qui s'appelle Métaversité. C'était une solution qu'on a gagné un challenge l'été l'IFET. On a gagné un challenge, on a gagné le premier prix. C'était une solution pour améliorer l'éducation en Algérie. Bon, l'application Tana qu'on va lancer le Métaversité. Ça sera une vie virtuelle qui est via des entreprises, via un centre, une map, via un centre d'entreprise, via
des trucs de santé et tout. Par exemple, les entreprises, le salon, l'événement, le salon de l'emploi de l'EASY, l'étudiant qui connaît l'application, il va voir les entreprises, il va voir il va les situer, exactement, les offres d'emploi. Il a juste besoin des étudiants d'informatique, il a juste besoin de chez son CV le jour le 13 mai. L'application, ça sera disponible sur Play Store et sur Apple Store. Et dans l'application, il va trouver toutes les informations sur les entreprises, les offres d'emploi, par exemple développement web, ingénieur en système d'information, designer. Alors, ça ne concerne pas seulement que les étudiants en informatique, j'ai l'impression. Bon, donc les autres spécialités pourraient éventuellement trouver leur bonheur dans cette rencontre. Bon, cet événement principalement, ça concerne les étudiants en informatique ou des personnes qui ont des profils d'informatique, par exemple des designers. Il y a trop d'entreprises qui demandent des designers en Photoshop ou donc les polytechniciens pourraient éventuellement trouver leur bonheur à cette rencontre. Exactement. S'il a un profil, un développeur web, un développeur mobile, il peut trouver ce qu'il veut, c'est ça. Absolument. Donc voilà, offrir des opportunités aux étudiants, d'avoir toute visibilité à toutes les entreprises susceptibles de les recruter par la suite. Donc c'est dans le salon. Le salon s'appelle comment déjà? C'est le salon de l'emploi de l'EASY organisé par le club ETIC et en partenariat avec l'école supérieure d'informatique. C'est déjà le but de notre club, c'est l'événement principal. Le club il vise à rapprocher l'étudiant du monde du professionnalisme. Donc, quand la personne rejoint notre club, il n'a pas besoin vraiment de faire trop. Il rejoint notre club, il va découvrir le monde du professionnalisme facilement. Il va avoir la facilité. Absolument. En tout cas, le nom l'indique, Salon de l'emploi, S2E. 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 L'abréviation c'est S2E. C'est S2E, voilà. Donc c'est ainsi qu'ils peuvent éventuellement s'informer par rapport au 13 mai prochain et peut-être venir prendre part à cette rencontre. Ça dure toute une journée. Exact. Et comment vous êtes organisé par rapport à cette journée? La journée, on a plusieurs d'organisateurs. On a une équipe organisatrice, par exemple. On a une équipe d'orientation des entreprises. On a une équipe pour orientation participants. On a une équipe à la communication. On a une équipe, par exemple, la logistique. On va Inch'Allah, essayer de gérer tout. L'organisation, on l'a préparé, ça fait 2 mois où on prépare notre événement. On essaie vraiment de bosser l'événement. Voilà, vous allez terminer par un appel aux participants. Donc, vous avez votre caméra en face. Mahrez va capter votre appel. Donc, si vous devez convaincre les étudiants, qu'est-ce que vous aimeriez leur dire par rapport à l'événement? Exactement, pardon. Pour les étudiants en informatique, toute personne qui est intéressée, qui cherche un travail, ou un emploi, ou un stage, ou un PFE, tout ce que tu cherches, un étudiant en informatique, avec un profil d'informatique, rendez-vous Inch'Allah le 13 mai, Inch'Allah, Club Éthique, École supérieure d'informatique, c'est ça. Ah bah bravo, tout a été dit. Hein. En tout cas, bon vent pour cet événement et bon vent pour les futurs événements du CAP. Alors, qu'est-ce que vous programmez de faire prochainement? On va terminer là-dessus. Alors, d'ici la fin juillet, on a 3 événements programmés. Malheureusement, on ne peut pas vraiment vous donner plus d'informations, mais vous pouvez toujours nous suivre sur nos réseaux sociaux. Voilà, donnez votre adresse au moins pour ceux qui vous suivent. Alors, le compte Instagram, c'est cap.emp. Le compte Facebook, c'est cap tout en majuscule. Et le compte TikTok, c'est cap.polytech. Ah ben, excellent. Donc voilà, les adresses ont été données. Merci à vous, Ryan. Donc, Ryan Ben Achour, étudiant en première année et membre du CAP. Hadj Zoubir Bouchra, donc étudiante en 2e année à Polytech. Et puis également, donc, Baba Issa Jamil, ici, donc chargé de la com pour le CAP. Et donc en première année Polytech, première année préparatoire. Donc, ce sont des rencontres qui vous permettent aussi de tisser des liens d'amitié, n'est-ce pas? Ah oui. Voilà. Ben, c'est super. Donc, en tout cas, joindre l'utile à l'agréable, c'est ce que vous essayez de faire et bravo. C'est le but du CAP en général. Bravo. Merci également à Islam. Bon, je cherche le nom complet parce qu'il est assez long. Maachi Mohamed Islam Ayman. Très bien, Maachi Mohamed Islam Ayman. Il a 3 prénoms donc, et il est dans l'école supérieure d'informatique qui organise un salon de l'emploi prochainement. Vous aurez tout compris. Merci également à tous ceux qui ont suivi l'émission depuis son début. Donc, merci pour votre fidélité et votre attention. Je vous souhaite de passer d'agréables moments avec la suite des programmes de Canal Algérie, pourquoi pas.